va, t'es prête? Ça va aller. Ok, alors je fais un truc dans ces vidéos, en général je démarre tout le temps avec un coup de poing que je fais face caméra si tu veux essayer. T'es prête? 3, Ouais. 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui s'intéresse à toute l'actualité de l'entraînement fonctionnel et du CrossFit en général. Et aujourd'hui, j'ai une invitée de choix, c'est ma pote qui s'appelle Meg. Ça va? Ça va, ouais, impeccable. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Meg? Je m'appelle Meggy, j'ai 26 ans. Je suis passionnée du sport. Je pratique le crossfit vraiment sérieusement depuis cet été. Et je m'intéresse beaucoup aux adaptations, à comment on peut aller plus loin. Je suis en 3e année de STAPS en APAS, activité physique adaptée et santé. Après, j'aimerais peut-être faire un BPJEPS en haltéro. L'idée de cette vidéo, c'est d'apporter un petit peu d'informations aux entraîneurs de CrossFit, d'expliquer aux entraîneurs qu'on peut amener la méthode en fait, à plein de publics différents et que finalement, c'est pas si sorcier que ça d'adapter. Donc si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je sais que toi, tu aimes déjà le CrossFit, que par ton parcours scolaire, tu as des connaissances en termes de physio, etc. Et donc, pour qu'on puisse un petit peu donner de l'information aux entraîneurs de CrossFit. Pour parler un peu des adaptifs, du coup, on a plusieurs publics. Je vais pas mal vous parler du coup du public en fauteuil. Après, bien sûr, on a aussi les adaptifs debout. Donc, on peut avoir de l'amputation, on peut avoir aussi des problèmes d'articulation. Moi, je suis paraplégique. J'ai une lésion en T7, T8, ce qui fait que j'ai pas d'abdos. Du coup, je vais pas pouvoir faire les mêmes choses qu'un para qui aurait des abdos. Donc ça, c'est déjà la première classification. Ça, je pense que c'est déjà pas clair pour la plupart des entraîneurs, Ouais. la différence entre un tétraplégique et un paraplégique. La différence entre un tétra et un para, ça va se jouer au niveau de la lésion. En fait, les tétras, ça va être au niveau lésions cervicales. Ok. Et du coup, on va aussi avoir des problèmes au niveau de la préhension. Donc le tétra, lui, il a une lésion au niveau du cou, donc il aura quasiment pas de préhension. Ouais. Le paraplégique, c'est sensiblement plus bas. Et quand c'est plus bas, ça peut être avec ou pas perte de ta sangle abdominale, enfin du moins de ce contrôle. C'est ça. Et tu auras ce qu'on appelle aussi les paraplégiques complets et incomplets. Ok. Donc moi, je suis incomplète. Donc la moelle épinière est totalement sectionnée. Du coup, au niveau des membres inférieurs, j'ai aucune sensation de toucher ou sensorielle. Ok. Et tu as les paraplégiques incomplets, du coup, qui sont généralement touchés plus bas et qui D'accord. peuvent peut-être se tenir debout, mais au niveau des pieds, ils n'auront pas vraiment la sensation de l'appui, quoi. Ils peuvent se tenir debout, mais après, tu vas avoir des troubles de l'équilibre et après, ils ne peuvent pas marcher constamment. Qu'est-ce que ça implique, le fait que tu n'aies pas forcément le contrôle de ta sangle abdominale dans les adaptations des mouvements que tu vas faire à l'entraînement? Ça va être surtout au niveau du gainage. Par exemple, dès que je suis même à vide, sans poids, tenir comme ça me demande quand même une certaine concentration. Donc du coup, automatiquement, si tu ajoutes plus de poids, je vais facilement un petit peu perdre l'équilibre. Une chose qu'on a fait très communément dès qu'on a eu un déplacement de charge, donc des épaules au-dessus de la tête par exemple, ou même sur des wall balls, c'est que très souvent pour les athlètes en fauteuil, s'ils n'ont pas de gainage abdos, on va devoir utiliser un support derrière de manière à ce qu'on puisse avoir une assiette qui va compenser ce gainage. Vous pouvez utiliser les poteaux du rig, vous pouvez utiliser une box calée avec des poids, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper dans le setup de l'entraînement que vous allez avoir, parce que s'il n'y a pas de support, soit on va devoir limiter drastiquement la charge, mais si vous êtes face à un athlète qui a envie de se challenger, à un moment donné, il aura envie de lever une charge plus lourde, donc il faut penser à un système pour le caler. Et on peut aussi penser aux ceintures de muscu qu'on peut accrocher au fauteuil pour vraiment, soit pour un débutant, pour le mettre en confiance, ou soit même, par exemple, moi, je l'utilise surtout en fait pour les snatchs, parce que les snatchs, ça demande beaucoup de déséquilibre. Au niveau du deadlift, ça va permettre de créer un espèce d'élan. Ça va permettre en fait de réduire l'angle ici pour pouvoir te relever tout seul. Ça, du coup, quand on a fait nous pas mal de soulevés de terre, le mouvement finalement que tu as utilisé, c'est un mouvement proche du soulevé de terre traditionnel, sauf qu'on n'a pas le contrôle des jambes. On a souvent travaillé avec des kettlebells qu'on est venu redresser, etc. Ça, c'est une bonne façon de travailler. Mon but aussi, du coup, avec cette vidéo, en plus d'expliquer cette petite nomenclature de base, c'est de filer du coup des outils pédagogiques. C'est pour ça que je parle de la boxe et que c'est bien que tu peux expliquer l'intérêt de la ceinture de muscu pour venir faire les mouvements, par exemple, ce qu'on appellerait de hinge ou de charnière, donc genre type soulevé de terre ou arraché. Autre chose qui est important comme outil, et tu peux m'expliquer à quoi ça sert, parce que je ne savais pas
en quoi ça allait m'être utile, mais ce qu'on appelle un peu les desserts ou les étapes. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert pour l'athlète? Descendre et monter du fauteuil, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal d'énergie. Après, moi, je le fais assez facilement, mais c'est vrai que pour un WOD où tu vas devoir enchaîner ça plusieurs fois, la desserte, ça va pouvoir te soulager. Ça va te permettre de faire une étape pour monter ou pour descendre, pour faciliter. Et par exemple, pour quelqu'un qui débute ou qui a eu son accident il n'y a pas longtemps, ça va aussi pouvoir peut-être l'aider à passer à l'étape supérieure sans cette étape plus tard pour la vie de tous les jours, quoi. Et j'ai l'impression quand même qu'en fonction du moment dans ta vie où tu as eu ton handicap, que ce soit de naissance ou acquis un peu plus tard, ça change beaucoup de choses à la manière de se déplacer. Par exemple, si tu as besoin de remonter sur ton fauteuil, on a déjà vu ça 1 million de fois, tu te fiches des étapes par lesquelles tu dois passer pour arriver à faire ça. Si tu veux utiliser en appui ta mâchoire, tu vas le faire et compagnie. Les causes des blessures musculaires, c'est un peu... tu peux avoir comme moi un accident traumatique, mais par exemple, moi, je l'ai eu très jeune, et tu peux en avoir qui ont eu une vie de valide avant, et qui vont l'avoir après. Du coup, ça va être beaucoup moins naturel pour eux de retrouver ces gestes, en fait. Puisqu'ils sont vraiment habitués, en fait, ils ont eu leur vie de valide. Et d'un coup, de changer et de te retrouver à une vie à roulettes, du coup, c'est beaucoup moins naturel. Un autre exercice que peut-être vous allez avoir envie de faire avec les athlètes qui sont en fauteuil, parce que vous vous rendez compte que leur répertoire gestuel il est un peu plus restreint, c'est tout ce qui est le travail de dips. Je sais que nous on l'a travaillé de pas mal de manières différentes, avec des parallèles au sol, mais l'amplitude de mouvement elle est assez sommaire. Ouais. Je voulais avoir ton avis sur ce que tu préfères utiliser pour travailler ce mouvement entre la chaise romaine et les anneaux. Moi personnellement je préfère les anneaux, même si ça paraît instable sur le moment. Déjà au niveau logistique, c'est plus pratique de travailler avec des anneaux que de mettre la chaise romaine avec le fauteuil. Tu sais pas forcément si tu auras le bon espace. Par exemple, tu vas avoir les poignets qui sont là et ça va être plus traumatique qu'autre chose pour les épaules. En plus, tu peux vraiment bien moduler suivant le niveau de l'athlète. Tu peux le challenger et les mettre un petit peu plus haut. Tu peux les mettre juste un poil plus haut que le fauteuil, mais rien que pour l'apprentissage un petit peu. Bon, après, tu as aussi, là, il n'y en a pas, mais les barres qu'on colle au rack. Ouais. Ça marche bien aussi. Au niveau de l'espace du fauteuil, en général, c'est pas mal. Ok. Aussi pour... tu parles des barres pour les dips, là, celles qu'on vient fixer sur les poteaux et sur lesquelles on s'accroche. C'est ça. Ça marche bien aussi. Après, tu peux aussi peut-être, avant de passer aux anneaux pour l'apprentissage, peut-être mettre 2 box et commencer juste comme ça. Tu te mets comme ça et tu montes vraiment le mouvement aussi. Quitte à avoir les pieds même au sol, même s'il y a un appui, c'est vraiment pour l'apprentissage. Il y a plein de challenges qui sont spécifiques à votre groupe dans les adaptations, mais aussi dans la recherche de la stimulation à l'entraînement. C'est un truc qui est très important en CrossFit lorsqu'on a un entraînement du jour, que tu t'appelles Meg, Jean-Paul, que tu sois haut comme 3 pommes ou que tu fasses 2 mètres de haut. Ou 1m45. Exactement. On va essayer de faire en sorte que vous ayez à peu près la même stimulation à l'entraînement. Et du coup, je voulais savoir, toi, comment tu l'avais ressenti, parce qu'on s'est quand même posé la question au niveau de tout ce qui est l'activité cardiovasculaire, notamment lorsqu'on travaille avec ce type de fauteuil-là, parce que vous vous en rendez pas compte, mais ça, c'est pas un fauteuil de sport pour eux, c'est un fauteuil de ville. Est-ce que tu as réussi à avoir de la stimulation cardiaque en utilisant les ergomètres, à savoir le rameur, le ski erg et l'assaut de bike, ou est-ce que finalement le fait d'utiliser que tes bras pour entraîner l'équipement, c'est un frein à la stimulation cardiaque? Alors déjà, il faut savoir que l'assaut bike, c'est horrible. Du coup, tout ce qui est assaut bike, ski erg et rameur, ça fait, je trouve que, moi, ça me fait vraiment bien monter. Parce que c'est bien, parce que ça permet vraiment de remplacer. Quand vous faites 400 mètres de course, moi, 400 mètres de course avec ce fauteuil qui n'est pas du tout adapté, je vais plus galérer sur le sol qu'autre chose et je vais pas forcément bien monter, ou je vais pas avoir une poussée économique. Ou à la limite, si j'ai un fauteuil de sport, là je vais pouvoir faire la course comme vous. Juste pour que je me rende compte, un fauteuil entre guillemets de sport, quelle est la différence par rapport à la tête et c'est quoi le coût? Faut compter un peu plus que le prix d'un scooter, même voire plus, même le prix d'une voiture. Ah oui, d'accord, carrément. Donc t'es sur quoi? Au-delà de 3 000 €? Ouais, ça commence à partir de 3 000 €, on va dire, pour avoir un truc correct. Ok.
D'accord, très bien. Et c'est quoi du coup la différence pour toi par contre en tant qu'athlète lorsque tu utilises un fauteuil du coup qui est un fauteuil dit de sport versus un fauteuil de ville dans les mouvements que tu peux te permettre, que tu peux pas te permettre? Dans un fauteuil de sport, en fait, tu vas vraiment pouvoir choisir une position. Du coup, il va y avoir une stabilité en plus, une position qui va être vraiment en adéquation avec ton corps. En fait, dès que tu vas bouger, le fauteuil va vraiment bouger avec toi. Après, tu vas avoir les roues qui sont carrossées sur le côté. Ok. Donc ça va t'amener beaucoup plus de vitesse. Après, c'est plutôt spécifique au sport, mais tu vas avoir des protections devant. Et tu vas pouvoir être sanglé aussi. Il faut aussi se rendre compte que la plupart des gens qui vont venir dans les structures de CrossFit ne seront pas dotés de fauteuils d'entraînement, ils auront des fauteuils de ville et du coup effectivement ça va impacter ce que vous allez leur faire faire. Donc effectivement a priori pas de course parce qu'ils ne seront pas capables de circuler sur des grandes distances avec le fauteuil, du moins d'une manière intéressante pour eux, ils n'auront pas de sensation, c'est relativement frustrant. Ça veut aussi dire qu'il faut remplacer ça par un autre travail avec un ergo, le ski erg, le rameur ou la saut bike une nouvelle fois. L'avantage au niveau du ski erg et du rameur, c'est que c'est complètement autonome dessus. Je veux dire, le ski erg, une fois que j'ai noué les deux poignées sous l'écran, je pense que t'es tranquille. La saut bike, c'est un peu plus compliqué quand même, la mise en place. Un petit peu, ouais, la mise en place, c'est un petit peu plus compliqué d'ailleurs. Je pense qu'on peut encore trouver d'autres choses, mais ouais, vraiment, au niveau ski erg et rameur, c'est vrai que tu as une autonomie sans problème. Peut-être juste sur le rameur où tu vas juste demander à caler des poids pour vraiment éviter que le rameur bouge. T'as aucun souci, quoi. L'autre truc, c'est est-ce que toi, depuis que tu as commencé à t'entraîner, tu as ressenti des bénéfices pour toi, soit dans ton autre sport, soit dans ton quotidien, soit dans ta vie en règle générale, tu vois, ça peut être très diffus, mais est-ce que tu sens les bénéfices de l'entraînement ou est-ce que c'est juste que c'est un truc qui te plaît et que c'est pour ça que tu le fais? Les deux. Non, franchement, je ressens vraiment des bénéfices. Enfin, déjà au niveau de la force, après aussi au niveau souplesse. Par exemple, avant, pour un shoulder to overhead, j'avais pas forcément l'amplitude max, ou j'étais peut-être plutôt comme ça, et du coup, là, j'arrive vraiment à avoir une position qui devient beaucoup plus intéressante. Et puis au niveau de la stabilité aussi, ça m'apporte. Ok. Tu penses que tu as réussi à gagner un petit peu, parce que bon, on sait que tu n'as pas le contrôle de tes abdos, mais est-ce que tu sens que tu as réussi à gagner un petit peu de stabilité au niveau de ton tronc, peut-être que tu n'avais pas avant? Ouais. On parle toujours un petit peu de l'effet boîte noire en CrossFit, c'est-à-dire qu'on dit toujours on va essayer de vous faire des choses en espérant que ça fonctionne, même si on n'a pas toutes les clés du comment ça marche, etc. J'ai eu la chance d'entraîner pendant un moment un garçon qui s'appelait Damien, qui lui fait de la course en fauteuil et qui donc devait faire pas mal de musculation. Sur tout le travail de coucher, est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est que le système de sangle et éventuellement l'intérêt ou pas pour l'athlète qui s'entraîne? C'est lorsque tu vas te sangler sur le banc, lorsque tu vas allonger. Développer et coucher? Ouais, pour le bench. L'intérêt de la sangle? Ouais. Si tu le ressens toi. Hein. Ouais, bah après en fait l'intérêt de la sangle c'est que tu vas pouvoir bien caler ton corps en fait. Tu vas pas bouger parce qu'automatiquement, même s'il bouge pas des masses, t'as quand même ton tronc qui peut un petit peu... Enfin, ça va peut-être pas se voir sur le coup, mais dès que tu vas la mettre, tu vas sentir quand même que t'es beaucoup plus stabilisé et que tu contrôles plus le mouvement. Du coup, tu vas pouvoir charger. Ok, ça je le mentionne cette histoire de sangle parce que lorsqu'on est entraîneur, arriver et placer son athlète sur le banc, sortir un sando venir le clipper fort sur le banc. Je sais que la première fois pour moi c'est quelque chose d'un petit peu étrange à faire et en fait c'est vraiment bien pour l'athlète parce que ça lui donne une vraie position de confort et ça lui amène aussi plus de sécurité, ça lui permet de se concentrer sur ce qu'il fait sans se préoccuper de ce qui va arriver avec son bassin, donc ça aussi c'est assez cool. Ouais, et faut aussi faut voir avec l'athlète au niveau de la position des jambes. Il y en a qui vont préférer être encore plus sanglés sur les jambes. Okay. Pour vraiment que ce soit à plat et qu'ils ne sentent pas de mouvements parasites, on va dire, au niveau du bassin. Et tu as ceux qui vont vouloir plutôt les dégager sur le côté. On a vu les mouvements de presse, on a évoqué rapidement le mouvement du snatch. Pour les mouvements de traction, un truc qui est assez surprenant, enfin qui a été surprenant pour moi, c'est de voir aussi que de manière générale, les athlètes qui sont en fauteuil sont bien plus forts physiquement que les athlètes qui ne le sont pas. C'est-à-dire que vous faites tous des pompes, que ce soit en appui ou pas sur le bas de votre corps ou sur les pieds pour ceux qui peuvent. La plupart d'entre vous faites des tractions strictes. Je veux dire, même Shana, tu la vois comme ça, elle a ses menus, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, je pense aussi, c'est quelque chose que quand vous vous entraînez des athlètes fauteuil, soyez conscients qu'ils peuvent être entre guillemets peu sportifs en tant que personne
et finalement être capable de réaliser physiquement des choses beaucoup plus importantes qu'un valide qui sera entre guillemets non sportif. Vous avez un quotidien aussi qui est plus dur, et donc du coup vous avez quand même des aptitudes physiques qui sont plus importantes. Non, on a un capital force qui est déjà un petit peu plus avancé. Ouais. Et autre chose que souvent dont on ne se rend pas compte, et ça aussi c'est en entraînant Damien à la fauteuil que je me suis rendu compte de ça, c'est une récupération aussi qui est plus rapide. Peut-être parce que vous sollicitez une masse musculaire qui est moins importante, mais en tout cas d'une séance à une autre, les courbatures sont moins là. Même si vous avez envoyé fort, vous êtes capable de repartir plus vite à l'entraînement d'une séance sur l'autre. Ça aussi c'est un truc à savoir. J'aimerais qu'on parle de 2 autres types de mouvements. C'est tous les mouvements qu'on va pouvoir faire du coup pour renforcer éventuellement le tronc avec les flexions de buste quand on est supposé ne pas avoir de contrôle de la sangle abdominale, et aussi comment est-ce qu'on peut adapter de différentes manières les burpees, puisque bon, ça reste un mouvement dont tu feras jamais l'impasse dans une salle de crossfit. C'est quoi les solutions que tu as mis en place, qu'on a mis en place, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur les différentes options? Du coup, pour les abdos, on a mis en place l'exercice avec élastique, donc le banded sit-up. Une flexion du buste est vraiment se concentrer sur la partie que tu contrôles le plus. Enfin, tout ce que tu peux contrôler, même si c'est un film ou même si c'est une petite amplitude, c'est intéressant de la travailler parce que derrière, tu as aussi le transverse quand même qui n'est pas quand même mort, quoi. Okay. Pour moi, tant que tu tiens comme ça, c'est qu'il reste quand même des choses. Je trouve ça beaucoup plus pratique que par exemple me mettre au sol et faire des mini sit-up où je vais être plus frustrée qu'autre chose parce que je le sens pas à tous les mouvements. Les burpees, on a essayé plein de systèmes d'adaptation différents, toi et moi. Ouais, et il en existe plusieurs déjà qui ont été mis au point par Will Wood, suivant ta classification. Donc si tu es sans abdos, on a vu le mouvement de la boxe, où tu tournes autour. Si tu as des abdos, tu peux faire des burpees sur des genoux, sans te relever bien sûr. Personnellement, je peux pas faire les burpees parce que je peux pas plier les genoux. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est des pompes sautées. T'as l'explosivité qui est là et t'as le cardio qui monte bien aussi. Bon, après, il y a toujours la notion de sécurité à prendre en compte au niveau des genoux, au niveau des pieds, voir avec l'athlète ce qui est mieux pour lui et faire gaffe à tout ce qui est frottement aussi parce que c'est très important pour un blessé médulaire, surtout quand on n'a pas la sensation. Mais il y a 2 choses, à mon avis, sur lesquelles il faut garder toujours un œil. 3 éléments en vérité. Le premier, c'est on va dire l'ergonomie pour vous. On a parlé des étapes, mais par exemple les pompes au sol, comme d'autres types d'exercices, si tu n'as pas de sensation, peut-être utiliser un tapis, des abmats pour être sûr que vous ne vous blessez pas. Le deuxième point, ça c'est toujours pareil, c'est de la sécurité, c'est que tu as quand même toujours besoin potentiellement d'avoir quelqu'un pour te spotter, genre même pour un exercice simple comme les tractions. Tant que les tractions passent, tout va bien. Mais si tu fais cette petite rep de plus pour revenir sur le fauteuil, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, surtout si le fauteuil il bouge ou quoi que ce soit, ou même des fois, ça va être beaucoup mieux de faire la traction sans qu'il y ait le fauteuil derrière toi en fait, pour que tu sois vraiment libre et que tu fasses vraiment la vraie traction stricte où tu n'as même pas les pieds qui touchent. Donc ça c'est pour vous, quand vous vous entraînez, c'est de prévoir une mise en place dans laquelle potentiellement vous avez toujours un œil sur votre athlète, où vous prévoyez qu'à chaque fois qu'il va aller à un exercice gymnique où il va être en suspension complète notamment, il y aura quelqu'un qui se rapproche de lui ou vous-même pour le replacer, pour lui replacer le fauteuil, etc. Et je pense que ça demande aussi un certain degré de confiance avec l'athlète, parce que des fois si je dois venir t'assurer ou te replacer, je ne vais pas avoir d'autre choix que de te porter, que de te prendre. Tu fais les tractions pas forcément trop haut, mais tu restes sur ton fauteuil. À chaque fois en fait tu reposes tes fesses et tu repars. Tout simplement, déjà même pour l'apprentissage c'est pas mal. Après tu peux aussi les faire directement au sol. L'athlète se met assis, tu mets la barre à hauteur des bras et comme ça il y a vraiment, enfin je veux dire là tu as encore plus d'autonomie. Ou par exemple ça va être bien de mettre ce système quand tu vas faire un WOD qui s'enchaîne vachement au sol. Et ce que j'ai trouvé intéressant c'est le keeping qu'on a essayé aussi de mettre en place, qui est quand même beaucoup plus difficile quand t'as pas d'abdos. D'ailleurs si on veut faire du pur keeping sans abdos, il faut vraiment penser à ce que les pieds ne touchent pas. Mais du coup, avoir ni le fauteuil, ni le sol, etc. Ouais, parce que automatiquement, tu peux pas faire de keeping quand les pieds touchent. Le dernier point pour moi qui est important d'aborder, c'est pour vous qui allez programmer, c'est d'être conscient que les temps de transition entre un exercice et un autre ne sont pas les mêmes en fonction des publics. Et que ça, c'est à prendre en compte dans la manière dont vous allez rédiger votre entraînement, parce que peut-être que ça va impacter vraiment lourdement le chrono de l'athlète, son temps pour faire un tour, mais aussi du coup la stimulation qu'il va recevoir. Si par exemple tu vas avoir un exercice sur le fauteuil, un exercice au sol et un exercice sur le fauteuil, automatiquement tu peux te rajouter 3 minutes de plus, quoi. Et
c'est moins intéressant. Alors ce qu'il faut faire et ce qui est mieux, c'est que tu regroupes tous les exercices sur le fauteuil et ensuite tu enchaînes le dernier au sol. On a parlé des blessés médulaires du coup. Donc on a parlé des plusieurs causes. T'en as aussi qui sont dès la naissance. Enfin, dans le fœtus, tu vas avoir des complications directement à la moelle épinière. C'est plus ou moins semblable à un para qui a eu l'accident jeune. Mais il y a aussi ce qu'on appelle il y a les paralysés cérébraux. Ok. Donc où là, en fait, ils auront les jambes, mais ça va être vraiment des troubles au niveau du mouvement et de la posture. On va avoir peut-être des gestes et des membres qui sont un petit peu plus raides. Donc c'est encore un autre travail. Là, en termes de paralysés cérébraux, tu vas avoir ceux qui se déplacent avec une béquille, tu vas avoir ceux qui se déplacent en béquille mais qui restent sur le fauteuil. Et après, bon, tu as des cas plus lourds, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, on va aussi avoir un petit peu les troubles de la coordination. Okay. Donc, des choses intéressantes à travailler dessus. Tu as aussi ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Notamment, tu en avais une qui ont peut-être des maladies génétiques. Donc, ça va peut-être toucher les articulations, ou ça peut être aussi ce qu'on appelle des myopathies. Donc, la personne peut se mettre debout, est en capacité de marcher, mais elle ne va pas pouvoir tenir toute une journée ou tenir sur 200 mètres. Du coup, elle se déplace en fauteuil roulant et elle ne va pas non plus pouvoir faire des mouvements d'haltéro, même si elle sait se tenir debout, qu'elle a l'équilibre. Elle préférera, elle aura plus de facultés, plus de force et moins de problèmes à le faire sur le fauteuil. Bah écoutez, une nouvelle fois, j'espère que cette vidéo-là, si vous êtes entraîneur, elle vous aura donné 2-3 petites informations qui pourront vous être utiles. J'espère aussi que vous prendrez le temps de faire ce dont on a pu parler à la réunion des affiliés. Vraiment, si vous avez votre salle de CrossFit, accueillez tous les types de publics que vous connaissez, allez les chercher, allez pousser la porte des crêpes, etc. Parce que vous avez l'opportunité de vivre des trucs très cool en tant qu'entraîneur et ne sous-estimez pas l'impact positif que ça peut avoir pour vous dans votre pédagogie et aussi pour les gens que vous allez accueillir dans vos salles pour les entraîner. C'est vraiment du bon fun en règle générale et ça vaut vraiment la peine d'être fait. Non, c'est clair. Et puis, je trouve qu'il faudrait vraiment développer le mouvement pour pouvoir, même par la suite, faire les compétitions. Et je ne parle pas de faire des compétitions spéciales pour les personnes en situation de handicap, mais vraiment mixer en fait dans les compétitions qui existent déjà, faire vraiment une catégorie adaptive avec les WOD, mais adaptée pour toutes sortes de handicaps. T'es prête? Donc on doit finir comme on a commencé. Ok. Tu fais 3, 2, 1 et tu mets une droite là-dedans. Ah merde. Ok, encore. T'es prête? T'as dit 3, 2, 1. Ok. Comme dans l'infatale, ok. 3, 2, 1. Ok, c'est 1, 2, 3 et on part à 3. Ok. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. Et on la carte.